Bonjour et bienvenue sur Les Mots Magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer, copywriter et formateur en copywriting. Et aujourd'hui, je suis super content parce que on reçoit Anaël Adam. Bonjour Anaël, comment ça va? Hello Célim, bah écoute, super, très contente d'être invitée. Mais pareil, exactement pareil. Et il y a une raison pour laquelle je t'ai invité, Anaël, c'est parce que j'ai envie de montrer que quand on suit une formation, les mots magiques, on devient copywriter et on a du travail. Avant d'arriver jusque-là, on va faire un petit retour en arrière. On est en 2022 et là, tu démarres une formation, les mots magiques. Donc, on ne se connaissait pas, hop, on apprend à se connaître. Et première question. Anaël, tu faisais quoi, toi, avant de te lancer dans le copywriting? Alors moi j'ai fait un DUT en communication, ensuite une école de commerce à Grenoble et après j'ai principalement travaillé dans le marketing, donc dans des grands groupes, dans des startups, dans le domaine de l'édition, des cosmétiques, des RH, enfin j'ai un petit peu tout fait. Et dans mon dernier CDI, je me suis rendu compte qu'en fait le monde de l'entreprise n'était pas du tout fait pour moi, je me voyais pas passer des années et des années dans ce milieu-là parce que voilà, je préfère travailler en indépendant et bref, c'était pas fait pour moi et j'avais toujours voulu écrire, donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et j'ai découvert le métier de copywriter, de rédacteur web et je suis tombée sur toi par quelqu'un qu'on connaît tous les deux et du coup voilà, de fil en aiguille, j'ai quitté mon travail et ben voilà, je me suis lancée dans la formation Les mots magiques. Et Tiens, c'était en 2023, c'était l'année dernière, ouais. ok, En mai pardon. dernier, ouais. Ouais, ça Ouais, passe ouais. vite. Mais ouais. Non, mais c'est ça, c'est que ça passe hyper vite en fait, parce que entre toutes les missions qu'on a, tous les copy lunch, les copy night, les vacances, les gens absents, les machins, c'est vrai que ça passe super vite. Annelle, aujourd'hui, tu fais quoi? Là, tu vois, c'est un peu en termes de structure, c'est toujours une bonne structure pour raconter des histoires ou pour faire de la pub. Tu as le before, le avant, et tu as donc before, tu as le after, before, after, après. Qu'est-elle devenue? Qu'est-elle devenue maintenant? Et ensuite, on parlera du bridge. Quel est le pont qu'elle a pris pour arriver à ces résultats? Aujourd'hui, Annelle, tu fais quoi? Tu travailles pour qui? Alors aujourd'hui, donc on va dire que j'ai mis 6 mois après la formation à vraiment me lancer, à trouver mes premiers clients, du moins plus réguliers. Donc là, ça fait depuis le mois de février-mars, donc environ 6-8 mois. Que je fais plusieurs missions pour des clients différents. Aujourd'hui, j'ai 2 clients réguliers, donc un grand groupe et une agence. Donc, je travaille avec elle pour plusieurs clients différents dans des domaines différents. Donc, dans le domaine de la réparation de vitrage automobile et dans le domaine de la mode, de la beauté, des cosmétiques féminins. Mais j'ai aussi travaillé pour des acteurs de la santé, donc naturopathes, créatrice de bijoux, infopreneur. Donc, c'était vraiment hyper varié et c'est aussi varié dans l'émission. Donc là, en ce moment, je fais beaucoup de transcréation. Donc, c'est de la Mhm. traduction de façon copyrightée, donc de l'anglais vers le français. En fait, je traduis des textes anglais pour que ce soit parfaitement fluide pour les francophones. J'ai fait de la rédaction de séquences email, d'articles de blog. Ça, c'est ce que je préfère. Ouais. De pages de vente, de sites internet, donc vraiment c'était hyper varié. Donc c'est vrai que ça m'a permis de mettre un peu en pratique tout ce qu'on a vu dans la formation. Donc aujourd'hui voilà, j'ai 2 clients réguliers, je continue la prospection à côté et j'ai des missions un petit peu ponctuelles de temps en temps, mais vraiment mon objectif ce serait d'avoir voilà 3 clients long terme. Ouais, Parce bien que c'est sûr. quand même beaucoup plus sécure, hein, on va pas se mentir. Même si avoir des petites missions ponctuelles, ça permet aussi de voir différentes choses et de progresser dans d'autres domaines. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ultra intéressant dans ton profil parce que c'est vrai ce que tu dis, tu préfères le côté rédaction. Donc, tu as eu des clients, tu écris pour des blogs, il y a des grosses missions rédaction donc, qui visent pas tout de suite la conversion, le clic, l'achat. Mais de l'autre côté, là, les clients en agence, eux, ils veulent leur ROI. Eux, ils veulent du clic, ils veulent que ça achète. Donc, ça, c'est intéressant de montrer que copywriter, c'est pas forcément le côté bourrin, faut que ça clique, faut que ça convertisse. Ça, c'est le côté de tes clients qui veulent du clic. Mais il y a aussi Mm. l'autre côté, le côté un peu information et le côté ouais, créativité. Sur un blog, on est beaucoup plus créatif qu'on ne peut l'être sur une fiche produit. Et ça, c'est important aussi. Je pense que c'est quand on se lance dans le copywriting, c'est peut-être, on n'a pas toujours la vue d'ensemble sur
toutes les missions qu'on va nous proposer. Toi, tu connaissais quoi et tu as découvert quoi? Tu t'attendais à toute cette variété de missions? Non, honnêtement pas. Tu vois, par exemple, l'année dernière, la traduction, je pensais même pas que j'allais être amenée à faire de la traduction. Clairement, c'était pas du tout dans mon scope. Et moi, quand j'ai commencé la formation, j'avais vraiment une vision un petit peu que tout le monde a, hein. Franchement, je connaissais vraiment pas grand-chose au copywriting ou à la rédaction web. Donc, je connaissais les articles de blog, tout ce qui était séquence email, mais pas encore trop. Site internet, je voyais plutôt plus de rédaction web que de copywriting. Tu Ouais. vois, les pages de vente, je pense que j'en avais jamais lu. Je savais même pas ce que c'était. Non, bien sûr. Tu vois, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à les identifier parce que, voilà, il y a quand même, en un an, on a quand même le temps de faire énormément de choses. Mais ouais, séquence email, fiche produit, pareil. Honnêtement, je pensais même pas que c'était du copywriting. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend à voir au fur et à mesure. Les clients ont toujours des demandes très particulières. Donc, au final, on peut vraiment jamais s'attendre C'est euh, ça. à la mission au complet qu'on va être amené à réaliser. Et c'est ça aussi qui est super, c'est qu'on peut pas s'ennuyer. Puisqu'on va jamais faire que de la rédaction d'articles de blog. Ça me fait penser un petit peu à ce que tu disais récemment. La mission, elle se fait toujours au sens large. Donc, il y a toujours une partie stratégie, une partie rédaction, une partie résultat. Donc, on fait vraiment le avant, pendant, après. Bien Ouais, sûr, bien tout sûr. dépendant des besoins du client. C'est ça. Il y a vraiment des clients où tu as envie de leur faire des propositions. Ils sont bornés, quoi. Ils ont vraiment des œillères. Non, c'est ça, on te paye pour ça, tu te tais, tu écris ton texte. On ne veut pas savoir tout ce qu'on pourrait faire en plus. Nous, évidemment, notre intérêt, c'est de leur donner satisfaction et en plus de pouvoir vendre d'autres missions. Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours parce que en fait, ça va dépendre. C'est vrai que toi aussi, là, tu commences à enchaîner un peu tous les clients. Donc, tu vois la différence entre le grand groupe et le petit infopreneur ou l'artisan qui démarre. C'est pas pareil. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Qu'est-ce que tu as eu comme différence? Je trouve que quand on est amené à travailler avec un grand groupe, la mission va être très précise, le brief va être très précis. Les budgets sont pas les mêmes, donc forcément, on a aussi plus de moyens en termes SEO, ça c'est sûr. Et avec un plus petit entrepreneur, un infopreneur par exemple, la mission va être beaucoup plus large. D'une part parce que voilà, nous on le sait aussi, on doit s'occuper de tout. Donc quand ils font appel à un copywriter, ils s'attendent à ce que le copywriter prenne en charge tout un scope de mission et prenne vraiment en fait la mission à part entière et lui ôte en fait un petit peu ce souci-là. C'est ça, avec Euh, limite, je te dirais, je rigole dans ma tête en disant non, non. Parfois, quand ils veulent recruter un copywriter, c'est limite, ils veulent recruter un directeur marketing externe, tu vois, tellement il faut penser à plein de choses. Ouais, carrément. Et c'est pas forcément un domaine dont ils ont connaissance. Donc, on doit vraiment aussi leur apporter une valeur ajoutée. Donc, non, c'est complètement différent. Mais après, travailler avec les deux, honnêtement, c'est très chouette. Surtout en tant que, voilà, quand on commence, on a envie d'apprendre. Donc, avoir un brief bien précis, c'est top parce qu'on sait dans quelle direction on va et c'est un petit peu plus facile pour nous de travailler. Mais après, avoir un brief qui va être assez large, c'est top parce qu'on a beaucoup plus aussi de créativité et de, de, de champ d'action possible. C'est quoi, alors là, pour revenir vraiment au très très concret, le truc qui t'a le plus surpris, genre désarçonné avec un client où tu t'attendais vraiment pas à ça, on t'avait dit en théorie ce serait plutôt Mm. ça, et dans la pratique, waouh, rien à voir. Ouais. Alors, c'est un client avec lequel j'ai commencé à faire de la traduction, donc de fiches produits. Et on avait commencé à penser voilà, à une collaboration à long terme. Donc, j'étais super heureuse. Et en fait, la traduction copyrightée s'est transformée en traduction copyrightée d'IA déjà traduite en fait. Donc ça a complètement changé le scope de la mission, c'est-à-dire que je me suis plus mise à traduire une fiche produit en anglais avec mon français, Ouais, de euh, l'anglais vers le avec français, ma copie française bien sûr. créée de A à Z, mais plutôt à en fait corriger une copie déjà traduite en français et copier-coller en fait Ouais, sur de Google, DeepL ou ChatGPT ou un truc moche, quoi. D'accord. complètement. Donc forcément, le travail est moins intéressant parce que moi voilà, je corrige déjà du travail qui est déjà pas top pour en faire quelque chose d'un peu mieux, mais voilà, intellectuellement, c'est pas forcément très stimulant. Tout simplement parce que les clients, je pense qu'on voilà, ont des coûts budgétaires et donc forcément la solution de facilité, c'est de faire appel à l'intelligence artificielle. Donc je Bien les blâme sûr. pas. Voilà, après l'IA est top pour faire plein de choses, mais c'est vrai que pour nous copywriters, malheureusement, c'est pas les choses
sur lesquels on aime le plus travailler. C'est Non, vraiment c'est du vrai. travail machinal, un peu d'usine, quoi, donc de Ouais. robots. Ouais, ouais, non, mais alors ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Je l'ai juste là sous mon ordinateur dans le bouquin d'Alexis Minkela, quand il dit freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, quand il décrit les 5 niveaux de freelance, euh, là, c'est vrai qu'ils te font retomber vraiment au niveau 1. Tu vois, ils appellent ça Mechanical Turk. Mm. C'est vraiment ultra mécanique et c'est des tâches qui sont pas très gratifiantes. Intellectuellement, c'est pas ouf et c'est pas payé beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de revenir à le pourquoi l'écriture. Toi, tu as toujours voulu écrire. T'écrivais quand tu étais plus jeune, t'écrivais quand tu étais petite. Ouais, j'ai toujours écrit depuis que je suis petite des poèmes, des histoires, des discours d'anniversaire. Donc vraiment, ça avait toujours fait partie un petit peu de mon quotidien, de mes hobbies, des centres d'intérêt. Et en grandissant, en fait, j'ai pas du tout retrouvé ça dans mes boulots. Et je savais même pas en fait qu'on pouvait travailler en faisant de la rédaction web, que ce soit en entreprise ou même en indépendant. Ben oui, Avant ça, on même nous que en je me parle lance, pas. bah non, on nous en parle pas. C'est pas très mis en avant parce que le fait d'écrire sur Internet, bon, bah, tout le monde sait le faire entre guillemets. Donc c'est vrai que c'était pas très valorisant. Et même le métier de freelance, on voit un petit peu ça. On a un petit peu tendance à voir ça comme un métier où on va galérer en fait toute notre vie, on va être mal payé, un métier où on va avoir très peu de sécurité, alors qu'au final, ben, oui, ça peut arriver, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Oui, bien sûr. Et en fait, j'étais arrivée à un moment où clairement le monde de l'entreprise c'était vraiment devenu un enfer, même si j'aimais ce que je faisais, hein, parce que le marketing ça m'a toujours énormément plu. Et donc en fait, j'étais arrivée à un stade où je me suis dit bon, ok. Maintenant, en fait, il faut que tu trouves une solution parce que tu vas pas pouvoir passer des années malheureuses comme ça. Bien Donc, sûr. je me suis dit, ben, pourquoi pas me lancer en freelance. Rédaction web, apparemment, il y en a qui font ça. Ça a l'air de marcher. Donc, j'ai fait des recherches. Ensuite, on a parlé tous les deux. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut juste se lancer, même si on n'est pas C'est prêt. dur. On l'est jamais. C'est dur, bien Ouais. sûr. On n'a pas tous euh, les mêmes solutions et mêmes moyens. Moi, je sais que j'ai eu la chance de toucher le chômage. Donc, c'est aussi ça qui Merci m'a la France. Merci la France. On a vraiment ouais, beaucoup de chance. on a Vraiment. énormément de chance à La ce France, sujet-là. on a Euh, énormément de chance parce que tous les gens qui signent des ruptures conventionnelles, et là, tranquille, tu prends ton chômage pendant 1 an et demi, 2 ans, tu as le temps de réfléchir à ton projet. Là, j'ai un pote, il était dans la même situation que toi, lui plutôt dans les chiffres, tu vois, genre, il aimait plus. Contrôleur de gestion toute sa vie, mais il allait au travail tous les jours, la mort dans l'âme, donc même âge que moi, là, il vient de fêter ses 41 ans. Et ouais, il a pris du temps. Un jour, il a enfin eu sa rupture conventionnelle et il a mis 2 ans tranquille pour se former, puis postuler. Et là, du coup, il commence un nouveau CDI et il va rester max 15 jours de chômage. Tu vois, il a bien étiré ces 2 ans pour prendre le temps, réfléchir, lire des trucs, se former. Il a fait une grosse formation. Alors lui, pas à distance comme ça, mais un organisme où il allait vraiment physiquement. Et moi, je trouve ça admirable. Moi, tu vois, j'avais fait ça comme un fou furieux à l'époque. C'était en 2009. Tu vois, en 2009, quand je m'étais lancé la première fois et en ne sachant pas, en fait, c'est cette peur, tu vois. Moi, je n'ai eu comme modèle que le CDI, on va dire. Mon père, il était gendarme et ma maman, elle enchaînait des CDI puisqu'on déménageait tout le temps partout. Mais pour moi, la sécurité de l'emploi, c'est un truc auquel je croyais pas vraiment. Quand tu ouvres un peu les yeux, tu sais que bon, les entreprises, elles licencient, hein, que la sécurité de l'emploi, c'est que factice. Je vais pas dire factice, mais bon, bof. Tu vois, il y a le nom CDI, mais bof, indéterminé jusqu'à ce qu'il y ait une termination, jusqu'à ce qu'il y ait une oui. fin. Donc, moi, entreprise, j'étais un peu comme toi, pas fou. Et dans ce que tu dis, le côté malheureuse, ouais, moi, j'étais, mais pareil, malheureux. Tu vois, genre, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là? Ça m'intéresse pas. J'ai l'impression que c'est tous des vieux. Ils parlent de trucs qui ne m'intéressent absolument pas. Et là, je dirais où ça a été encore plus fou pour moi et incompris un peu quelque part, c'est que aujourd'hui, freelance, ça existe. C'est plus un gros mot. Aujourd'hui, on va arriver là d'ici 2, 3 ans, ou peut-être 2030 sur les stats que j'ai lus, on va arriver à un tiers de la workforce, tu vois, un tiers de la population active qui va Voilà. être indépendante. Genre les Américains, ils appellent ça la gig economy pour tous les freelances qui prennent des gigs.
des missions, tu vois. On passe de mission en mission comme ça. Et c'est vrai que c'est pas évident au début, mais on commence à être de plus en plus nombreux. Le job commence à être de plus en plus structuré au sens où il y a des Ouais. plateformes maintenant. Il y a Malte, il y a Crème de la Crème, il y a We Love Words, Holy Words, il y a plein de Ouais. plateformes pour nous aider à trouver du travail aussi. Et puis après, il reste aussi euh, pour tous les gens qui ne... On va parler un peu de prospection. Pour tous les gens qui ne prospectent pas, qui frappent pas aux portes, qui n'envoient pas leur CV, qui n'envoient pas des emails ou des emails sur LinkedIn, il y a aussi le réseau, mine de rien, qui permet de trouver du travail. Est-ce qu'on peut parler de ça? Comment aujourd'hui, sans dire qui, quoi que tu veux, comment tu as trouvé des missions aujourd'hui, toi? Alors jusqu'à présent, j'ai eu énormément de chance parce que les premières missions et même encore maintenant que j'ai trouvées, c'était grâce à mon réseau. Pas forcément mon entourage proche, mais des amis, des amis, Eh, des toujours, amis. bien sûr. N Et plus ça, un, en N fait, plus ça deux, bien marche sûr. ouais, énormément. Et après, de fil en aiguille, ils vont en parler à telle ou telle personne. L'émission se passe bien, donc ensuite, ils continuent à faire appel à moi. Mes premiers clients gratuits pour récolter un petit peu des avis et me faire un petit peu la main aussi sur le copywriting, la rédaction. Pareil, là, j'ai fait avec des personnes qui s'étaient lancées aussi dans mon entourage. Mon gros client actuel, c'est aussi quelqu'un de mon entourage proche. Donc, toi aussi, tu m'as soumis quand même pas mal de missions. Euh, Petite pause. Comment ça marche pour que tout le monde soit au courant? En gros, quand vous rentrez dans devenir copywriter 5 étoiles ou le protocole 10x10 ou les formations, les mots magiques, j'ai envie de dire à cause du guide du copywriting, moi je reçois beaucoup de demandes au quotidien et je ne peux pas tout prendre. Certaines parce que je suis nullissime, ok, dans la santé ou dans l'immobilier, c'est pas mes domaines de compétences. La santé, ça demande de vraies compétences. Donc, je ne vais pas écrire là-dessus. Dès qu'il y a des missions, j'ai pas le temps de prendre, je suis débordé, je suis déjà engagé sur d'autres missions, je redistribue. Et en fait, la méthode, c'est de se dire que dans les formations, vous avez évidemment soit des vidéos, soit des emails, enfin, formation, vous vous formez, mais il y a aussi des exercices, du très concret. Vous avez des exercices à rendre, moi je les corrige. Ça me permet de voir votre niveau. Objectif, à la fin, vous n'êtes pas juste un client pour moi, mais vous êtes une ressource, vous êtes un associé potentiel. Là, quand j'ai corrigé, par exemple, les exercices d'Anaël, ok, elle écrit bien, ok, elle comprend. Ah, attends, il y a un de mes clients pour qui j'ai déjà écrit pas mal de trucs, il a besoin c'était quoi? C'était 5 réécritures de fiches de poste. OK. Moi, dans ce cas-là, je fais monter mes clients en compétences. J'en ai gardé 2, j'en ai écrit 2. J'en ai donné une à Anaël, j'en ai donné une à Johan, j'en ai donné une à Catherine, parce que je sais ce qu'ils valent. En fait, et c'est ça, moi, l'objectif, c'est de vous former et de vous donner des missions concrètes. Et ça, ça s'était bien passé. Tu vois, ça s'était bien passé. Donc, le client, il est content. À la fin, il a le logo Niederhofer. Tu vois, il a la qualité Niederhofer parce que vous avez super bien bossé, vous avez bien rendu le boulot. Moi, je repasse juste derrière pour m'assurer que tout soit harmonieux, un peu à la manière, je sais pas, d'un copy chief, tu vois, ou un directeur de création qui va ouais. s'assurer que tout soit bien rendu. Et c'est comme ça que vous prenez en expérience. Donc, ouais, il y a eu des petites premières missions comme ça, ok. Les premières, d'ailleurs, c'était grâce à toi. Je me souviens que j'étais encore en formation pour ma toute première. Ouais, Donc voilà. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça pouvait quand même vite s'essouffler. bien sûr, Donc, j'ai décidé de prospecter, hein, même si c'est quelque chose que je n'aimais pas trop faire. Là, maintenant, ça va un petit peu mieux parce que forcément, plus on fait des missions, plus on prend confiance, plus on se sent légitime, hein, ça va c'est ça. ensemble. Et Et puis, maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité pour prospecter. Je sais qui prospecter, je sais comment prospecter. J'ai déjà des mails prêts à l'emploi, bien sûr, que je personnalise à chaque client. Et là, du coup, je me suis mise une routine, c'est de prospecter entre 10 à 15 clients par semaine pour en fait préparer la suite. Si demain, j'ai un client qui n'a plus besoin de moi, bien sûr, en fait, voilà, et c'est ça en fait qui est le plus dur, je trouve, quand on est freelance, c'est de toujours avoir une longueur d'avance et d'être booké dans les 2 à 3 mois qui viennent et de toujours avoir du chiffre qui rentre. Et pour ça, si on veut être proactif et je pense qu'il faut quand même prospecter. Et j'étais agréablement surprise parce que on reçoit quand on pense au début que personne ne va nous répondre. Et au final, ça peut aller très vite. On peut recevoir des réponses et ça peut aboutir à des appels qui vont se transformer ensuite ou non en collaboration. Mais c'est bien de s'exercer, je trouve, que sur
type de compétences-là, tout ce qui est C'est vente, hyper important. prospection. C'est Et je hyper pense que c'est important. indispensable. Là, c'est ça que tu dis, c'est vraiment, vraiment important Isabelle avait vécu la même chose, c'est-à-dire démarrage canon avec Mm. grosse rentrée, gros clients, et après ça retombe. C'est vraiment le piège de notre vie de freelance, c'est que il y a les moments, voyez les montagnes russes, hein, c'est vraiment ça, c'est que je suis en bas, j'ai pas de clients, j'ai plus de thunes, vite, il faut faire rentrer, on prospecte. Trois clients, waouh, trois clients qui viennent de rentrer en une semaine. Mince, maintenant il faut que je délivre, il faut que j'écrive tous ces textes. Donc là, on est overstressé, on bosse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, l'argent rentre, mais on arrive à la fin de la mission et c'est reparti dans la descente. Mince, je suis en train de dilapider mon capital, j'ai plus de clients, bon, mais il faut que je reprospecte. Et c'est pour ça, quand tu dis ouais, avoir un coup d'avance, c'est hyper, hyper important. Comme vous le savez, en fait, nous, on est freelance, d'accord? Nous sommes vraiment la variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand il y a des coupes budgétaires, boum, le freelance, il dégage. C'est nous, on va dire, les premiers dommages collatéraux parce que nous sommes une variable d'ajustement. Vos clients, ils ne vous doivent rien. Nous sommes freelance. Donc, ça veut dire on est des mercenaires. On va au plus offrant, on vend notre compétence. Quand ils ont besoin de nous, ils font appel à nous. Quand ils n'ont plus besoin, ils font plus appel à nous. Il y a aussi, il faut que vous soyez au courant quand même si ça se passe bien avec un client, même si lui au début vous dit oui, c'est pour une mission à long terme, on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne peut pas croire tout le monde comme ça. Sans le savoir. Ils trouveront toujours des moyens de baisser les coûts. Nous, ça nous arrivait sur des missions où je prends la mission, je facture à mon taux journalier. Derrière, je suis débordé, je mets un deuxième copywriter qui coûte moins cher pour la même mission. Ils se rendent compte que bon, finalement, c'est acceptable, il faut aussi de la qualité. Hop, moi, il ne me rappelle plus et il rappelle le copywriter que je leur avais présenté. Et c'est le jeu, d'accord? C'est vraiment le capitalisme. On est responsable de nous-mêmes et c'est pour ça que vous devez absolument prospecter. Il y a un point que tu n'as pas évoqué aussi, Annelle, tu l'as dit sans le dire, c'est que sur la prospection, ça devient plus facile pour toi aussi parce que tu as déjà des missions, tu as dit tu as l'expérience, oui, mais tu as aussi les témoignages clients. Tu as le fait de pouvoir montrer ce que tu as fait. Et ça, c'est vrai que c'est ultra, ultra important. Au début, vous allez arriver, ce que je vous dis toujours, c'est n'arrivez pas les mains vides. Tu vas pas frapper à la porte de quelqu'un, bonjour, est-ce que je peux travailler pour vous? Nul, ok? La pitié, ça marche pas. C'est pas une stratégie qui fonctionne. En revanche, vous allez arriver au début, salut, vous allez voir des amis, localement, des artisans. Je vais bosser pour toi à moins 50% ou peut-être même gratuit. Pour le moment, je suis copywriter, mais tu vas être mon premier client. Ok, tu vas payer 50% ou même je vais te le faire gratuit. Voilà tout ce que j'ai fait, tous les exercices que vous avez fait dans Devenir copywriter 5 étoiles ou le protocole 10x10. Tu peux regarder tout ça. Parfois, le client, il regardera même pas, il va même pas cliquer, il va juste vous faire confiance. Tu sais écrire? J'ai des besoins, montre-moi que tu vas pas me faire perdre mon temps. En fait, c'est ça qui est important, c'est de comprendre ce dont le client il a besoin et derrière, vous, est-ce que vous avez les compétences? Normalement, aujourd'hui, les compétences, Annelle, tu les as, les compétences pour analyser les besoins d'un client. Oui, oui, oui. Et puis, bah maintenant, oui, forcément, on a beaucoup plus l'œil pour repérer un petit peu les failles de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et forcément, bah oui, de mission en mission, on prend à chaque fois, même des missions très courtes, on prend à chaque fois en compétences, en connaissances. Un client est toujours différent d'un autre. Donc, au début, on se sent vraiment illégitime. Et au final, là je vois en fait le chemin que j'ai fait depuis un an, ça n'a rien à voir. L'année dernière, je sais même pas. J'avais même peur en fait de vraiment dire à tout le monde que j'étais copywriter parce que j'avais peur déjà qu'on me réponde à mes mails de prospection. J'avais peur qu'on me confie une mission parce que je me sentais pas du tout prête pour. Et maintenant, je me sens beaucoup plus confiante et même dans les appels de vente. Ouais, c'est voilà, ça prend du temps, mais ça vient petit à petit. Et c'est pas nécessaire d'être compétent sur tout. Au départ, on apprend sur le tas en fait. Oui, c'est ça, bien sûr. Spécialisation ou pas? Bon, tu nous as déjà donné la réponse, hein, tes clients, ils ont l'air un peu éclatés. Est-ce que c'est une question que tu te poses? J'ai commencé en étant généraliste et vu que j'aimerais bien développer ma création de contenu sur Instagram, je me suis demandé un petit peu les domaines qui m'intéressaient, avec quels clients j'aimerais travailler, dans quel milieu. Et du coup, je pense, enfin, c'est toujours d'actualité, mais c'est vrai qu'en fait, là, j'ai toujours des clients très généralistes. Mais à terme, j'aimerais vraiment me spécialiser dans le bien-être féminin, donc tout ce qui touche
les cosmétiques, la beauté, la mode pour femmes et les relations amoureuses, parce que c'est vraiment voilà, 2 domaines qui m'intéressent énormément, pour lesquels voilà, j'adorerais travailler et sur lesquels je me sens tout à fait légitime parce que c'est déjà quelque chose que j'aime dans le perso. Donc Et c'est forcément, je ça. prendrais beaucoup plus de plaisir et dans ma prospection, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Je sais exactement quel client prospecter. Enfin, en fait, tout est devenu plus limpide Ouais, depuis que dans ma tête, je me suis dit que j'allais me spécialiser sur ce secteur-là. Voilà. vraiment. Ça, vraiment, Et au vrai, final, vrai, vrai. il y a plein de clients, en fait. Des fois, on a peur de se spécialiser parce qu'on a peur de se fermer des portes. Mais en fait, en faisant des recherches et des études de marché, on se rend compte qu'il y a des besoins de partout. C'est ça. Et puis surtout, c'est ça, c'est que c'est vaste. Même si tu prends une entreprise qui a l'air de bien tourner, qui a l'air d'avoir de l'argent, il y a toujours des trous dans la raquette. En fait, c'est Mm. peut-être qu'ils sont pas suffisamment bons dans l'emailing, peut-être que c'est sur Instagram ou LinkedIn ou sur la pub Google ou sur le SEO ou c'est tellement, tellement variable. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment votre travail, quoi. Tiens, je voulais te demander la vraie question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on en vit? Est-ce qu'on en vit du copywriting? Est-ce que ça paye suffisamment pour en vivre? Oui, on en vit, ce n'est pas un mythe. Oui, bah là, Cet pour le moment, appartement n'est pas loué, c'est pas un fonds Google, c'est vraiment une maison dans laquelle j'habite. ah bah là, pour le coup, il est loué celui-ci, mais oui, oui, j'en vis depuis 6 mois. Donc, j'ai commencé ma formation, on va dire, début juin 2023. Et à partir de février Ouais, 2024, j'ai commencé à en vivre et à avoir des revenus alors réguliers par mois. Non, pas réguliers, parce qu'il y a des mois où on peut faire 8 000 € de chiffre d'affaires et le mois d'après 1 500, 2 000. Donc, le tout, c'est vraiment d'avoir un revenu lissé à l'année. Donc ça, j'aurai vraiment une meilleure prise de recul à la fin de l'année. ouais, bien sûr, cette année et puis l'année d'après, c'est normal. Johan nous disait la même chose, hein. C'est année 1, année 2, année 3. Ça prend du temps pour vraiment voir, en fait, voir combien tu gagnes et t'organiser. C'est ça, ouais, c'est vraiment s'organiser, ne jamais aussi se reposer sur ses lauriers. Parce que par exemple, une fois qu'on a trouvé un client ou qu'on vient de terminer une mission, moi je sais qu'au début, j'avais tendance à me dire, bon, bah, allez, je vais prendre 2 jours, là j'ai bien bossé, 2 jours off. Mais au final, non, il faut garder une routine, rien que pour rester soi-même motivé, Bien sûr. pour que ça continue, en fait, tout le temps de marcher, quoi. Donc, c'est l'organisation, c'est super important au quotidien. Moi, vraiment, pour rester motivé, avoir toujours quelque chose à faire, ne jamais se demander ce qu'on doit faire dans la journée. Hein, c'est toujours ce que tu dis, jamais se réveiller et se demander, OK, Ouais, qu'est-ce que c'est je fais ça, bien aujourd'hui. sûr. Ça, c'est vraiment le gros piège. Mais oui, on en vit et après, voilà, c'est difficile aussi de déterminer ses tarifs Bien sûr. et de prévoir combien on va faire à l'avenir. Mais oui, on en vit et j'espère que ça va continuer euh, comme ça. En tout cas, c'est Je, sur la bonne voie je pour l'instant. pense, je pense, je pense. Tant que tu mets en place les bonnes choses, tant que tu te mets à prospecter, tant que tu travailles bien et que les clients sont satisfaits, tu vois, c'est vraiment, à mon sens, le cercle vertueux. Qu'est-ce qui est le plus dur? Si on doit dire vraiment toute la vérité à nos spectateurs qui savent pas encore s'ils se lancent ou pas, qu'est-ce que Mm. tu as trouvé le plus dur pour toi? Alors, ce qui est dur, surtout au début, c'est de ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, on aimerait faire notre site internet, on aimerait être sur les réseaux sociaux, on aimerait aussi trouver des clients. Et au final, on se retrouve à avoir rien fait au bout de quelques semaines, quelques mois. Donc, je dirais vraiment avoir une routine, que l'on répète toutes les semaines, même si on n'a pas de résultats, mais au moins on a des actions. Donc, par exemple, je ne sais pas, prospecter 15 clients par semaine, publier 5 posts sur les réseaux sociaux, avoir vraiment une routine pour rester motivé, parce qu'il n'y a personne qui va nous regarder ce qu'on a fait à la fin de la journée ou nous motiver à continuer à travailler, à se lever, etc. Donc, vraiment, avoir une routine, c'est super important. Bien Et sûr. ce que je trouve aussi voilà, dur au quotidien, c'est vraiment la vente, c'est Ouais, trouver des clients. Une fois quand on a des clients, en fait, tout roule, ça roule tout seul, c'est super. C'est beaucoup plus stimulant parce qu'on se lève, on sait exactement ce que l'on doit faire. Mais c'est vraiment, ouais, la vente, les calls de vente, c'est difficile de savoir se vendre, surtout quand et quand on l'a jamais fait, surtout quand on n'a jamais fait. Ouais, c'est ça qui est le plus difficile. Donc, faut pas hésiter à se former, je pense. Et c'est la prospection. C'est pas la partie la plus fun. On va pas se le cacher non plus, mais je pense qu'il faut le faire, en tout cas peut-être tôt ou tard.
Euh, voilà, je regarde mes petites notes. Et ce qui est dur aussi, c'est de fixer ses tarifs. Je trouve que quand on s'est jamais lancé en solo de son côté, c'est très difficile de connaître les tarifs qui sont pratiqués. On peut le voir un petit peu sur les plateformes freelance, mais ce sera vraiment des tarifs larges. On ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, on ne Ouais. connaît pas le scope de la mission. Et donc, moi, des fois, je sais que j'ai pu passer des heures à bloquer sur une proposition commerciale parce que vraiment, je ne savais pas quel tarif fixer. C'est vraiment des... Une des solutions consiste à prendre son téléphone, appeler Selim. Appeler Céline, c'est vrai que oui. Ah bah oui. Ça, c'est sûr que tu m'as beaucoup aidé, beaucoup, sur beaucoup, beaucoup de projets. Ah, mais c'est le Euh, but du jeu. En fait, tu vois, ce qu'il faut se dire, c'est que la vie de freelance, elle est dure parce qu'à partir du moment où on devient freelance, mais en fait, on n'est pas que rédacteur. Mais c'est tout ce que tu as dit, c'est qu'on est rédacteur, mais on devient notre propre commercial. Ça veut dire qu'on doit prospecter et on doit assurer une jolie vitrine sur les réseaux sociaux. Et il faut qu'on fasse notre comptabilité et on doit faire la gestion du client. Alors qu'en agence, tu vois, en agence, parfois, tu as un commercial qui va vendre le truc. Mais ensuite, une fois qu'il a vendu, c'est plus lui le point de contact, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui gère le dossier au quotidien. Et en fait, c'est ça, c'est devoir gérer tout à la fois où tu te dis, waouh, et puis surtout, attention, continuer de se former parce que tu es en train d'écrire pour tes ouais. clients, mais là, tout à coup, hey, salut, il y a l'IA qui vient d'arriver et tiens, cette semaine, encore je dis cette semaine, nouveauté du jour, tellement ça va vite, il y a plein de nouveautés tous les jours. Et je pense aussi un truc important que tu as dit, c'est s'éparpiller, quoi. S'éparpiller parce que tu as envie Ça peut d'apprendre toute l'aider. l'IA, tu as envie d'apprendre tout le service client, tu as envie d'apprendre à mieux parler en public, tu as envie d'être vraiment une tueuse sur Canva pour faire tes visuels. C'est pas possible. C'est en fait nos journées, vous, moi, tout le monde, 24 heures. OK? Et il faut Mm. avancer. Il faut avancer. C'est pour ça, le soir, avant de vous coucher, la to-do list pour le lendemain. Si vous avez 8 heures de travail dans la journée, eh ben, vous prévoyez 6. OK? Vous écrivez vraiment du travail pour 6. Ça vous laisse 2 heures pour les imprévus, pour les urgences, pour vous former, pour glander. Malheureusement, ça fait aussi partie parfois du travail. Notre cerveau, il ne peut pas être allumé en continu. Ne vous surchargez pas, ne vous surestimez pas. Ok, ça, c'est vraiment le truc qui est très dangereux, surtout pour les gens qui sont encore en CDI en ce moment et qui veulent faire des formations en plus. Vous êtes défoncé. Le soir, vous arrivez, vous êtes crevé. Faire de la lecture en plus, c'est bien. Plus écrire en plus, faire l'exercice du jour, c'est dur. Et moi, j'admire toutes les mamans qui font la formation et Ouais, qui lisent l'épisode du jour. Ils l'envoient tous les matins à 6 heures du mat. Elles le lisent, elles font le taf, les enfants se lèvent, elles font leur journée de travail. C'est très costaud. Donc, il y a plein de pièges. Le truc qui est bien, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Là, on enregistre en plein milieu d'après-midi avec Anaël. Ce midi, on s'est déjà vu. Ce midi, on était beaucoup, hein. L'écran, il était petit. Je crois qu'on était 20-25. on était 28, j'ai regardé, ouais. De plus D'accord, en plus ouais. nombreux. Ouais, tu vois, on était Ouais. 28 ce midi pour le copy lunch. Et c'est ultra. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, en fait. C'est le fait de se dire, je suis pas seul. On partage un peu toutes nos astuces. Là, ce midi, on a bossé avec Anthony qui était sur une mission. Et il y a plein d'idées qui lui ont été données, qu'il va pouvoir vendre à son client pendant le call qu'il a demain avec son client. Donc, moi, ça, c'est le côté positif. Là, tu nous as dit tout ce qui était dur. Toi, qu'est-ce qui a été positif pour toi sur les formations? Bah, sur la formation, bah, déjà ton aide dans ta proximité. Là, ça fait plus d'1 an que je suis sortie de la formation, mais on est toujours en contact hyper régulièrement. Donc ça, c'est top. Dès que j'ai une question, je te la pose, tu es hyper réactive. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort. Je pense qu'on retrouve pas dans d'autres formations, parce que je connais très peu de formations où la personne est juste toute seule derrière, Ouais. derrière l'écran. Donc ça, c'est super. Et c'est une formation qui nous apprend non seulement à être compétent en copywriting, en rédaction, mais qui nous apprend aussi des compétences transverses comme le SEO, comme la prospection, comme le fait de trouver des clients, comme la création de contenu. Donc, c'est vraiment ultra complet. Moi, j'avais fait la première version du protocole, mais là, j'ai aussi accès à la V2. Donc, honnêtement, ça m'arrive souvent d'y retourner dès que j'ai un petit doute. Je remets un petit peu dans les modules. Et non, les exercices sont ultra concrets, ultra pertinents. Ça permet de balayer en fait tout le scope du copywriting, de la Ouais. rédaction. Donc ça, c'est génial. On voit énormément de choses. Et la copy night aussi, le fait de voir les autres, de voir qu'on n'est pas tout seul, de se poser les questions, même qui peuvent nous paraître bêtes, mais au final, on se rend compte que
tout le monde Tout le se monde la se les pose. pose. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de questions Ouais, bêtes. En fait, c'est toujours, tu sais, donc c'est les trucs bateaux que les profs ils disaient, mais c'est la vérité. C'est si tu te la poses, il y en a d'autres qui se la posent. En fait, ouais. Non, mais c'est vrai. bête, Ouais. bête, c'est pas la question. Bête, c'est ne pas poser la question. Donc, non, 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 on est là pour ça. Non, moi, j'aime bien. En plus, moi, tu vois, il y a le côté positif pour vous et il y a le côté positif pour moi aussi. Moi, je suis content parce que moi aussi, je suis seul dans ma bibliothèque à travailler et de voir tout le monde, ben, ça me Ouais. redonne un peu Mm. le petit boost et puis ouais, tu vois, le fait de transmettre tout ça. Et surtout, en fait, ça, je le dis pas tout le temps, mais ce qui est ultra intéressant, c'est que moi, j'ai mes expériences depuis 2010, mais vous, parfois, vous vivez aussi des trucs que moi, j'ai pas vécu. Et ça, c'est ultra Mm. intéressant parce que bah, tous, vous partagez soit un nouveau truc qui s'est passé avec un client, soit une nouvelle manière de travailler, un nouvel outil. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le groupe qui se pousse vers le haut. Et c'est pour ça que je continue, parce qu'en fait, c'est vachement enrichissant. Ouais, et puis je pense que en fait, on fait pas juste une formation à la fin, ciao, bonsoir. On a l'impression d'entrer dans un groupe. Ouais, Et, euh, et vu qu'on travaille, ben, on travaille tout seul hein, toute la journée, donc c'est chouette aussi de se sentir accompagné, soutenu et sur la durée. Donc non, non, vraiment énormément de positifs pour cette formation. il y a quoi, toi? C'est quoi pour toi la suite, les prochaines formations? Il te manque quoi? Là, tu as envie d'aller faire quoi? C'est du graphisme, c'est quoi tes projets là pour la suite? Alors dans l'idéal, bon même si voilà, on va repartir là-dessus, mais je veux pas me trop m'éparpiller. Mais dans l'idéal, j'aimerais vraiment suivre une formation SEO complète. Cool, ouais, bien sûr, On en voit bien sûr dans la formation propre à notre métier, mais c'est vrai que le SEO, c'est une part énorme. Donc, bien sûr, c'est même un boulot à part entière. Donc, j'aimerais beaucoup me former là-dessus, beaucoup plus en profondeur. La création de contenu aussi, bien parce que sûr. ça aussi, c'est un boulot à part entière et je trouve ça super intéressant. Comment faire évoluer son compte. Donc, c'est vrai que je suis quelques comptes, mais c'est pas des formations. Voilà, j'aimerais vraiment suivre une formation complète là-dessus. Et sans doute la plus importante, tout l'aspect vente, Ouais, m'améliorer en appel de vente, surtout les appels en fait de vente, ouais, et aborder la vente d'une différente façon. Ça aussi, on le voit dans la formation. Mais bon, la vente, pareil, c'est énorme. ouais, c'est Donc tellement il y a large. trois qualités que j'aimerais vraiment ouais, améliorer, approfondir, et je pense qu'ils sont hyper nécessaires si on veut perdurer bah, sur le long terme. Ouais, c'est sûr. Tu vois, j'allais dire par rapport à la vente, je monte un peu l'écran là. Euh, sur la vente, je pense que toute cette partie-là, de là à là, ça doit être du copywriting. Il y a des bouquins de vente qui sont cachés dedans et j'en ai d'autres qui sont mais sur une autre bibliothèque. C'est tellement, tellement, tellement large la partie vente que on peut toujours s'améliorer. Dans la formation, il y a Oui, toutes les bases, il y a tous les exemples, il y a toutes les questions à poser lors d'un entretien de vente. Mais oui, c'est là que Copy Night et Copy Lunch sont ultra intéressants. C'est que entre la théorie et la pratique, tu vois, le comment tu le dis, comment tu le joues à l'écran, parce que c'est du jeu. Ben moi, tu vois, on enregistre, on est le 3 septembre 2024. Cet été, il y a peut-être 2 semaines, j'ai vu Le Comte de Monte-Cristo au cinéma. Je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Et cette notion vraiment de comment tu l'interprètes, la perception, elle devient la réalité. C'est hyper important. Et c'est des petites phrases qui permettent de faire basculer le client, en fait, de lui faire prendre sa décision entre le un peu hésitant de toi, tu es là, ben alors, comment vous dire? Ah, une phrase qui est claire, qui est ouais, précise. Et là, ton client, c'est bon, il est rassuré. Waouh, expertise. Tu vois, en fait, c'est tout le problème, enfin, problème des experts sur les plateaux de télé, les mecs juste, ils peuvent dire les plus grosses conneries en direct, mais c'est bien mais dit. personne ne les reprendra parce que c'est dit avec assurance et conviction, tu vois, alors que c'est des conneries. Un vrai expert, il a le droit de douter, mais quand on se vend, il y a des mots à éviter, des tournures à éviter, etc. Et c'est vrai que la vente, on peut toujours continuer de s'améliorer. Ça va complètement. J'ai une question à te poser pour conclure cet entretien. Euh, Tu vois, forcément, toujours s'améliorer. Ah, mais ça, c'est dur à se débarrasser. Ouais. Un conseil. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui, qui est dans un job qui ne lui plaît pas, mais il ne sait pas encore si c'est complètement pour lui, il ne sait pas encore s'il doit se lancer.
Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il se lance? Qu'est-ce que je lui dirais? Il n'y a pas de bon moment pour se lancer. C'est vrai, hein, non, mais c'est tout bête, mais c'est vrai que s'il est convaincu que voilà, le copywriting, la rédaction lui plaît, bah, de foncer tout simplement. Moi, j'ai aucun doute que cette formation est super quand on débute. Moi, voilà, si je prends mon exemple, j'avais aucune base, hein, clairement. Oui, j'aimais bien écrire mais sinon, je connaissais rien. J'avais quelques bases aussi en marketing, mais on n'a pas besoin de tout ça. Honnêtement, on peut vraiment partir de rien et d'être hyper organisé dès le début, de se focaliser uniquement sur les choses les plus importantes, donc la vente et s'améliorer en copywriting. Et voilà, ouais, de foncer, de ne pas se reposer sur ses lauriers, toujours suivre sa routine et ne pas se décourager trop vite parce que c'est vrai qu'au début, quand on commence, on n'a pas de reconnaissance puisque Bien sûr. personne ne peut nous dire si ce que l'on fait est bien ou pas. Donc c'est facile de se décourager, c'est facile de prendre des jours off, c'est facile de ne pas se lever tout simplement. Donc Ah, ouais, bien sûr. rester motivé sur la durée, c'est super important. Et ouais, d'avoir une routine, d'être ultra organisé. Et puis Tu sais ce que voilà. j'allais dire? J'allais dire, Anaël, franchement, il te manque encore la concision parce que on l'a déjà dit. Mais non, 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 mais c'est exactement ça. C'est Complètement. super dur. Voilà. C'est juste que Ouais. il y a un vrai changement d'état d'esprit. Moi, ce qui a été le plus dur, ce qui est encore parfois dur, hein, c'est le changement d'état d'esprit entre salarié. C'est quelqu'un qui me donne du travail, c'est les autres. Ah, ok, en fait, c'est moi, je suis au volant. Ah, c'est moi, là, si je veux y aller, je dois y aller, je dois me lever, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est cette notion de responsabilité. Et c'est vrai que dans tous ceux qui aiment bien écrire, parce que en fait, on en revient toujours après l'analyse des comportements. Fondamentalement, je crois que les copywriters qui se lancent, ils sont pas complètement tous entrepreneurs dans l'âme. Il y a beaucoup de poètes, tu vois, qui aiment bien écrire. Moi, à la base, j'aime bien écrire. Et c'est au fur et à mesure que bah, on te fait des petites piqûres d'entrepreneuriat. Tu vois, la citation de David Ogilvy, un bon copywriter, c'est 50% poète, 50% tueur. Ouais, moi, je pense que poète, j'avais déjà cette capacité. Mais le côté tueur, bah, encore aujourd'hui, je ne considère pas l'avoir complètement. Et tu apprends au fur et à mesure, tu apprends à te vendre, tu apprends les business models, tu apprends les spécialités de tes clients. Et ouais, tu apprends que ça va pas te tomber tout cru dans le bec et qu'il va falloir y aller. Ce que tu disais par rapport au découragement, les phases de plateau, tu vois, moi je lis beaucoup de trucs sur les athlètes. Et quand tu as des athlètes qui, pendant. Là, alors là, ça a été fou. En France, on a vu un cas comme ça où Karim Benzema en équipe de France pendant très longtemps, quasiment un an, il marque pas. Là, on a eu Mbappé qui arrive au Real qui Mm. marque pour son premier match, puis muet pendant 3 matchs. C'était déjà la crise sur 3 matchs, rien du tout, juste 3 semaines. C'était déjà compliqué, c'était déjà une phase de plateau où tout le monde se Mm. dit combien de temps ça va durer. Donc en fait, il faut continuer de travailler. À chaque fois, il le disait, le coach le disait, on a confiance, on fait confiance au processus, on sait comment ça va se passer, il va marquer, juste pas de pression, ça va venir. En fait, c'est ça qui est dur, tu l'as dit, hein, c'est de se décourager parce que, bah ouais, pendant 2 semaines, ça marche pas, pendant 3 semaines, ça marche pas. Évidemment, ça fait peur. Et comme d'habitude, Mm. c'est les émotions qui nous font prendre de mauvaises décisions. C'est les émotions négatives qui vont faire que, bon, j'ai bossé sur mon site pendant 2 semaines, ça n'a rien apporté. Cette semaine, je vais faire une semaine de posts Instagram. Ça n'a pas marché, bon, mais je vais faire que des posts LinkedIn. Ouais. En fait, c'est le fait de changer et de persévérer nulle part qui fait qu'on ne va pas arriver au résultat. Donc, bon rappel, très bon rappel, merci, très très cher Anaël. Est-ce que tu as un mot de fin, un mot de conclusion? Sinon, moi, je conclus très simplement en disant, mesdames, messieurs, suivez Anaëlle sur les réseaux. Elle est présente sur LinkedIn. Allez la voir. Elle écrit très, très bien. Si vous avez des besoins dans ces domaines de prédilection, que ce soit le bien-être au féminin ou bien la séduction, pardon, les rapports amoureux, euh, Oui, séduction, ça va aussi. voilà, n'hésitez pas, vous la contactez. Je mets son LinkedIn sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez la contacter, cliquer directement, atterrir chez elle. Ta conclusion à toi? Ma conclusion, c'est que moi, si je m'étais pas lancée l'année dernière, honnêtement, je ne sais pas où je serais. Mais en tout cas, là, je sais que je suis à ma place aujourd'hui, donc j'ai aucun regret d'avoir suivi cette formation, de m'être lancée. Et honnêtement, le meilleur est à venir. Et c'est ça aussi qui est hyper stimulant quand on est à son compte, c'est qu'en fait, on est maître de tout. Donc, on a envie de lancer un compte Instagram, je le lance, j'ai envie de faire ci, ça. En fait, on est libre. Donc ça, c'est super. Et au quotidien,
c'est top, franchement. Même pour les C'est créatifs vrai. comme nous, c'est génial. Voilà. J'avoue, il y a des jours où je me demande, aujourd'hui, je pense que je suis inemployable. Je sais pas, je ne reçois plus, non mais je reçois plus de propositions de CD. Il n'y a plus un chasseur qui vient me proposer un job. Je pense que je suis devenu complètement inadapté pour une vraie boîte. Si vous aussi vous êtes inadapté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Mots Magiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview en entier. Pour retrouver Anaël, il y a son lien qui s'affiche à l'écran, son adresse LinkedIn, et je vous le mets dans les commentaires. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne toutes les semaines, soit des tutos, des techniques de copywriting, soit des interviews de professionnels du copywriting pour vous aider à vous améliorer. Je vous offre, vous téléchargez le e-book Copywriting Cash, il est là, vous le trouvez dans le lien, vous allez cliquer directement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.